Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler du rejet de la motion de censure contre le gouvernement et également ce débat sur le communiqué conjoint entre le Mali et l'Union européenne, débat qui s'est transporté jusqu'en France à l'occasion de cette visite du ministre des Maliens de l'extérieur. On va également parler de la République démocratique du Congo où le mandat de Joseph Kabila est arrivé à terme depuis le lundi dernier. Si le temps nous le permet également, la Gambie avec cette question, va-t-on vers l'affrontement avec Yaya Jammeh qui reste campé sur sa position et la CEDEAO qui n'exclut pas une intervention militaire, des questions qui seront abordées par nos invités, Adam Cham du Républicain, Badou Sidi Koba de Carrefour, Chana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste écrivain. Mali d'abord avec le rejet de la motion de censure contre le gouvernement. L'Assemblée nationale dans sa majorité a réitéré son soutien au Premier ministre Modibo Keïta. La motion de censure contre le gouvernement déposée par l'opposition était motivée par trois principales questions, à savoir le communiqué conjoint entre le Mali et l'Union européenne, les questions de sécurité et l'organisation des dernières élections communales. Là-dessus, voici le reportage de Daouda Kamate et de Malik Mbaye. De l'avis des groupes parlementaires Vigilance républicaine et démocratique VRD et ADP Maliba Sadi, l'équipe dirigée par Modibo Keïta est incapable de sécuriser les populations en faisant allusion aux nombreuses attaques terroristes et aux actes de banditisme. Et enfin, il a été reproché à l'exécutif d'avoir bâclé l'organisation des élections municipales passées. L'État est dramatiquement absent du nord de notre pays. Les actes de banditisme se multiplient. Le centre de notre pays échappe progressivement à tout contrôle du gouvernement. Le communautarisme refait surface. Des hommes politiques sont assassinés et des populations spoliées. Monsieur le Premier ministre, connaissez-vous les sœurs Amadou Ba et Mahamadou Dramé? Certainement que non. Ce sont deux de nos compatriotes qui vivent en Allemagne. Leur histoire est dramatique. Ils sont aujourd'hui en instance de réadmission conformément au contenu du communiqué conjoint du 11 décembre 2016. À la question de la prétendue accord de réadmission signé entre l'Union européenne et le Mali, le Premier ministre soutient qu'en aucun cas le Mali ait signé un accord de ce genre. Mieux, son gouvernement travaille à combattre la migration illégale. À propos de la migration, quelle est la philosophie du gouvernement que je dirige? Nous avons toujours dit que la migration est un élément culturel important de notre pays. Nous avons toujours dit que la migration légale était un moyen de financement de notre économie, de cohésion sociale, de solidarité. Ceux qui, au-delà des mers, pensent à la vie trépidante de leur village et qui, sous le froid et sous la neige, se privent pour pouvoir donner un rayon d'espérance à leur famille restée au Mali. Le gouvernement du Mali dit qu'il appuie de toutes ses forces la migration légale. Je dis en un premier point que nous soutenons la migration légale. Par rapport à la migration irrégulière clandestine, c'est de là, c'est ça qui aujourd'hui est en cause. Nous estimons qu'il faut d'abord s'attaquer aux causes de cette migration irrégulière. Les députés de la majorité, pour leur part, ont demandé un sursaut national autour des questions soulevées par l'opposition. Mais quand on dit qu'il y a une incapacité à sécuriser, mais Monsieur le Président, avec le budget que nous venons de voter, avec tous les efforts consentis par le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense, nous sommes en droit de dire que oui, le gouvernement fait des efforts. C'est vrai qu'il y a eu des attaques ça et là, mais le gouvernement est là. Nous assistons depuis quelques jours, en tout cas depuis qu'il y a eu des attaques, nous avons vu qu'il y a un dispositif sérieux qui est mis en place. Cette interpellation du gouvernement était la dernière activité de cette session ordinaire en cours. Le président de l'Assemblée nationale a salué l'esprit démocratique de cet exercice qui a permis de débattre des sujets intéressant la vie des citoyens.
Badou Koba, ce n'est pas la première fois que l'opposition dépose une motion de censure contre le gouvernement. Cette fois aussi, ça n'a pas marché. La motion de censure est un exercice démocratique qui favorise la démocratie. La première motion de censure de l'ère démocratique au Mali remonte à 1994. À l'époque, Ibeka était Premier ministre. Et en juin 2014... Et cette motion, qui était meneur, on se rappelle? C'était l'opposition. Okay. À l'époque, il était Premier ministre. Et en juin 2014... Maître Tal en tête. Maître Tal en tête, en juin 2014. Je voulais qu'il nous le rappelle. Il était jeune, certainement. Oui, en juin 2014, il y a eu une première motion de censure de la mandature d'Ibeka. Et cette dernière motion de censure. Bon, par rapport à cette dernière motion de censure, je ne vois pas la nécessité. Parce que nous savons tous ce qui se passe dans ce pays. Moi, j'estime que l'opposition, à l'heure actuelle, doit plutôt emboucher dans la même trompette que la majorité pour pouvoir trouver une solution à la crise généralisée que traverse le Mali. Chana Barou ne voit pas la nécessité, mais l'opposition est quand même dans son rôle d'agir ainsi. Absolument. L'opposition est dans son rôle d'agir. Et je pense que l'opposition a très bien fait. Politiquement, l'opposition y gagne. Démocratiquement, c'est bon pour notre pays. Mais je suis vraiment déçu de constater que la majorité ne s'est pas alliée à l'opposition pour aider Ibeka à se débarrasser de Modibo Keïta. C'était vraiment une aubaine pour la majorité. Se débarrasser du gouvernement, peut-être. J'ai dit se débarrasser du Premier ministre Modibo Keïta, c'est très clair. Quand on se débarrasse de Modibo Keïta, on se débarrasse des autres, et on verra le reste. J'aurais voulu qu'on... Non, ce n'est pas ce que toi tu auras voulu, c'est moi qui parle. Oui, mais quand même, on se débarrasse du gouvernement, c'est plus... Donc quand j'ai dit premier, c'est un style, c'est mon style. Le style, c'est l'homme même, c'est mon style. On se débarrasse de Modibo Keïta, donc en se débarrassant de lui, on va se débarrasser de l'équipe gouvernementale. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la situation est vraiment critique. La situation est critique. Modibo Keïta a été nommé Premier ministre pour juguler en premier lieu la crise au nord. Mais depuis sa nomination, la situation ne fait que s'aggraver d'insécurité en insécurité. C'est vrai, il châtie bien la langue de Molière, mais cela ne suffit pas. La majorité, encore une fois de plus, aurait pu soutenir Ibeka vraiment à faire partie de cette équipe. Malheureusement, elle donne un sursis encore à Modibo Keïta. C'est dommage. Non, j'aurais juste voulu qu'on appelle Modibo Keïta le chef du gouvernement. Ça passe mieux à l'antenne que Modibo Keïta. Quand même, c'est... Voilà. Serge Daniel, par rapport à cette motion de censure. Oui, en fait, l'opposition savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas faire partir le chef du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la majorité, justement, à l'Assemblée nationale. Donc, introduire une motion de censure, c'est pas forcément pour faire partir le gouvernement. C'est pour dire, nous ne sommes pas contents. C'est pour avoir un espace d'expression démocratique, et on l'avait vu. Mais ce qui, moi, m'a un peu interpellé, c'est la réaction de quelqu'un d'important de la majorité présidentielle. Je crois que c'est le questeur de l'Assemblée nationale, qui s'est adressé au chef de l'opposition, au chef du gouvernement, un peu comme s'il était opposant. C'est-à-dire du style, il faut nous écouter, il faut aller... Alors, un peu comme si, finalement, on n'a pas fait tomber le gouvernement, parce que faire tomber le gouvernement, contrairement à ce que Charles pense, c'est aussi un échec pour le président de la République. Parce que ça ça oblige les gens à rebrasser les cartes. Alors que si vous avez la motion de censure qui échoue, vous voyez, on applaudit à la fin. Donc, vous voyez. Donc je suis plutôt... j'ai deux sentiments un peu divergents là-dessus. La motion ne pouvait pas passer, ça c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas la majorité. Mais de l'autre côté, je n'ai pas du tout l'impression que le chef du gouvernement ou que ce gouvernement sont tirés, sont tirés forcément d'affaire. Ok, on était à l'Assemblée nationale ce jour à Ramsi, bien avant le vote, il y a quelqu'un de la majorité qui nous disait que c'est un pétard mouillé. Est-ce qu'il faut l'entrevoir comme ça ou il faut le mettre dans le cadre de l'exercice démocratique de l'opposition qui est dans son rôle pour interpeller, déposer une motion de censure contre le gouvernement? Oui, ce pétard mouillé, si l'objectif était de faire partir le Premier ministre, mais comme Serge l'a dit, c'est quand même l'opposition qui est l'auteur de cette motion de censure.
Et en plus, il y a une tradition au Mali, moi je ne sais pas d'où ça vient, mais il est tout sauf démocratique, c'est le vote à main levée. Au bulletin secret, peut-être qu'il y aurait eu probablement plus de 30 ans. C'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est un règlement intérieur qui viole le principe démocratique universel. C'est une loi organique. Le vote est intime. Le vote est intime, le vote est secret. Okay? Mais je crois savoir pourquoi, effectivement, on fait le vote à main levée, c'est pour que tout le monde soit vu. Mais c'est justement, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est pouvoir exprimer en toute impunité, sans conséquence, son vote. Et dans tous les pays du monde, en général, le vote à l'Assemblée, comme ailleurs, est un acte individuel secret. Okay. Mais ça c'est le principe. Pour la forme, je pense que l'opposition a mis trop de sujets sur la table, trop de sujets intéressants pour 4 heures de débat et de surcroît à la veille d'une interpellation qui était consacrée à la question de l'accord. Maintenant, sur le fond, le Premier ministre a quand même été, à mon avis, je l'ai énormément apprécié parce qu'il y avait un langage de vérité. Quand il dit « nous soutenons l'immigration légale », ça veut tout dire. Nous soutenons l'immigration légale. La question, le débat, ce n'était pas sur l'immigration légale. Le débat, c'était sur qu'est-ce que le pays fait avec les pays d'accueil concernant l'immigration irrégulière. Et de ce point de vue, franchement, le débat n'a pas permis de D'accord. Pour revenir sur le vote, ce jour-là, je crois, c'était avec des bulletins. Il y avait même eu absence d'enveloppe, pénurie d'enveloppe par rapport au vote et tout. Mais pour revenir sur les 3 points de la motion de censure, le communiqué conjoint entre le Mali et l'Union européenne, la migration, la sécurité et l'organisation des dernières élections communales, est-ce que vous pensez que dans les débats, l'issue du débat n'était pas de nature à permettre à ce que le gouvernement Modibo Keïta tombe? Pensez-vous que le Premier ministre a convaincu dans ce domaine-là, ou ce sont plutôt les députés de l'opposition qui ont eu la part belle, Badou Sidikoba? Bon, moi je vais être équilibré entre les deux tendances. Vous savez que notre pays traverse des moments extrêmement difficiles. Le centre du pays, à savoir le Farimake, le Haïré et le Kounari, sont en train d'échapper au contrôle du pouvoir central. Et au-delà de cela, il y a le chômage qui est en train de gagner du terrain dans le centre du pays. Par rapport à tout cela, je pense que l'opposition devrait s'associer à la majorité en une union sacrée pour faire face à tous ces événements. Après, ils vont continuer leur combat. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a 17 députés français qui ont accepté de porter la tenue militaire. Ils sont partis au front et ils sont tombés, ils sont morts en martyrs. C'est ça un pays. Quand un pays est en danger de mort, les uns et les autres doivent former une union sacrée pour faire face à ce danger d'abord. Moi, je serais heureux de voir l'opposition et la majorité organiser un sitting devant l'ambassade de Russie, solliciter le soutien de Vladimir Poutine pour qu'on puisse évacuer les bandits de la SEMA par bus. D'accord. Chana, lui, il a ouvert le bal, il a commencé par la sécurité, donc il nous entraîne tous sur ce chapitre-là. La sécurité, bon, peut-être histoire de conducteur pour que le débat, puisque ce sont des téléspectateurs qui nous suivent, ils ont besoin d'un fil conducteur, on ne va pas se disperser, on va rester sur le chapitre sécurité. Est-ce que les débats se jouent à l'Assemblée nationale autour de la sécurité de part et d'autre ont convaincu? Quand même. Il ne peut pas convaincre sur le plan... Après, on va venir sur les autres points. J'ai dit, quand même, il ne peut pas convaincre sur concernant la sécurité. Le gouvernement n'a rien fait. Le Premier ministre n'a pas d'action. Rien n'est palpable. Rien n'est concret. Tous les jours, ce sont des militaires maliens qu'on tue. Tous les jours, ce sont des citoyens maliens qu'on tue, qu'on appauvrit. Tous les jours, c'est Gao, Tombouctou, qui sont meurtris. Il n'y a rien sur le plan sécuritaire. Il n'y a pas de bilan sur le plan sécuritaire. Le Premier ministre a échoué sur ce plan-là, malgré l'immensité de la tâche, les efforts fournis par le gouvernement. Mais quand il y a des efforts, il faut que ces efforts se concrétisent sur le terrain. Il faut qu'il y ait un résultat. Quels que soient les efforts, s'il n'y a pas de résultat, c'est zéro. S'il n'y a pas de résultat, c'est zéro. Le gouvernement multiplie les efforts, on multiplie le budget. Il n'y a pas de résultat.
D'accord. Il n'y en a pas. Serge, est-ce qu'à ce niveau, il ne faudrait pas un peu nuancer le bilan? Parce que quand il y a eu l'attaque de Sanakura ou Ecobank, sur ce plateau même, on a été critique. Mais on a vu à Bamako, il y a un dispositif au niveau de chaque rond-point, chaque carrefour. Après Ecobank, on n'a jamais entendu parler d'attaque de ce genre-là à Bamako. C'est vrai, au centre, il peut y avoir des insuffisances, mais est-ce qu'il ne faudrait pas nuancer le bilan? Je souriais parce que Chahana Takiou, lorsqu'il veut plus d'un Premier ministre, il le dit publiquement. Soit Tété à l'époque, c'était de Modibo Sidibé qui voulait pas, il voulait plus, il a dit publiquement. Aujourd'hui, il veut pas de Modibo Keïta, il le dit publiquement. C'est bien, Da. Parce que je sais pas ce que tu as avec les premiers ministres. Mais c'est beaucoup plus complexe. Sur le plan sécuritaire, mon point de vue est que le gouvernement, ce gouvernement, il est, d'une manière générale, c'est un gouvernement essoufflé. On va en reparler tout à l'heure. Mais sur le plan sécuritaire, il faut être honnête. Vous avez des progrès aujourd'hui à Bamako. Vous avez une espèce de Bamako qui est quadrillé. Ce n'est pas du tape à l'œil. D'abord parce que ça coûte cher. Et lorsque vous voyez ce dispositif, si on avait ce dispositif-là le jour, par exemple, où il y avait eu l'attaque de la banque de Ecobank, merci, l'attaque n'aurait pas eu lieu. Parce que, de manière centrale, et c'est un endroit à 2 minutes de l'endroit où passe le président de la République quasiment tous les jours, s'il y avait ce dispositif, ceux qui étaient venus commettre l'attaque n'auraient pas commis probablement l'attaque. Donc disons que le gouvernement tire les leçons de ce qui s'est passé, mais en partie. Mais le problème, c'est pas Bamako. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est de redessiner la carte sécuritaire du Mali avec 2 éléments importants. Avec le dispositif actuel, nous n'avons pas les moyens d'assurer la sécurité des Maliens et des Maliennes. Donc, il faut revoir le dispositif sécuritaire en passant, par exemple, par la police communale, je ne sais pas. Mais avec ce dispositif sécuritaire, on ne peut pas. Ce n'est pas seulement une question de moyens. On se trompe. Il y a d'énormes moyens qui sont mobilisés. Le problème, c'est l'utilisation de ces moyens-là et comment vous gérez le dispositif sécuritaire sur le plan. Donc moi, mon point de vue sur terminer sur le plan sécuritaire, c'est que le gouvernement doit beaucoup, mais vraiment mieux faire pour gérer la sécurité des Maliennes et des Maliens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ok, Aramtiam, Bamako est quadrillé, mais là où peut-être on peut rejoindre Chahana, c'est par rapport au nord, le centre. On a vu l'autre jour une attaque à Saï, dans le cercle de Massina, où un gendarme a été tué. La région nord de Ségou, les zones de Nyono sont des zones où l'État n'a aucune présence. C'est vrai, Bamako est quadrillé, mais quand on va au centre, il y a une absence de l'État. On a même parlé de création d'une milice Dogon un moment vers cette zone-là. Le bilan, il est vraiment à nuancer, quoi. Alors, donc, revenons sur la motion de censure et restons sur le chapitre de la sécurité. Oui, le Premier ministre ne peut pas être coupable de l'insécurité. Il peut être responsable d'une faillite et effectivement, il peut engager la responsabilité de son gouvernement. Mais ce qu'on a vu l'autre jour, devant le péril sécuritaire qui, à mon avis, ne faiblit pas. Si Bamako est quadrillé, s'il y a une bonne saturation de l'espace à Bamako et que c'est encourageant. C'est encourageant parce qu'effectivement c'est dissuasif. Le centre, comme l'a dit par exemple Koba, le centre est devenu un enjeu sécuritaire extrêmement important. Or, qu'est-ce qui se passe? Même les députés, vous dites par exemple l'opposition doit aider la majorité à gouverner. Oui, mais et les députés de la majorité, ils devraient être les premiers à être concernés par la situation sécuritaire au centre du Mali. Et il n'y a eu ni question orale, ni interpellation du ministre en charge de la sécurité sur ces derniers temps pour qu'on sache effectivement les progrès qui ont été faits. Moi, je pense que Serge a raison de dire que peut-être que la nature de la menace changeant, il faut changer peut-être la doctrine sécuritaire. La doctrine sécuritaire, si elle change, peut-être qu'on regardera beaucoup moins vers le nombre d'avions que nous sommes en train d'acheter que vers une redistribution normale des ressources de la défense et de la sécurité vers les forces de police municipale, de gendarmerie, etc. Parce que c'est un peu ça, le type de menace que nous avons, c'est des menaces djihadistes, etc. Et il faut un quadrillage effectivement de l'espace. D'accord. On va se frayer
un passage dans cette brèche sur la sécurité pour parler de l'enlèvement de cette franco-suisse à Gao, avant de revenir sur les deux autres points de la motion de censure. Peut-être, Chana, avec toute cette présence dans la cité des Askia, Barkhane, MINUSMA, l'armée nationale, on a du mal qu'on puisse venir à 17h, enlever quelqu'un et puis repartir comme ça. C'est la preuve de l'échec du gouvernement dans le domaine sécuritaire. C'est une preuve palpante, malgré le soutien de Barkhane, malgré la présence de la MINUSMA. C'est dommage. Cette dame-là, cette femme-là, elle est utile à Gao, c'est vrai. Mais je pense que quelque part, elle aura tort, elle n'avait pas raison de rester jusque-là à Gao parce que la situation sécuritaire n'est pas stable. Elle aurait pu, de mon point de vue, quitter Gao depuis longtemps. Elle est restée par amour pour son travail, elle est restée pour aider les enfants malnutris. Malheureusement, elle a été enlevée. C'est dommage, on ne peut pas s'en réjouir, mais quelque part, il faut reconnaître qu'elle a fauté en restant à Gao durant tout ce temps-là. Oui, d'autres diront aussi, Serge, qu'il y a eu d'autres enlèvements bien avant aujourd'hui. Oui, mais Gao, c'est pas seulement l'armée malienne. Ouais. Gao, c'est quand même la base, la principale base au Mali de l'armée française, si vous voulez. C'est la base, la principale base de la MINUSMA dans le nord du Mali. Donc c'est un échec partagé, si vous voulez. Quant à Sophie, bon, on lui avait demandé de partir, c'est vrai, mais vous savez, les humanitaires sont vraiment décidés. Ça dépend, ça veut dire que on l'a pas assassinée. Je pense que c'est pas pour l'assassiner probablement. Donc elle a été victime d'un rapt. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, les autorités disent, c'est que le véhicule dans lequel elle était censée peut-être rentrer est peut-être sortie de la ville seule et qu'elle est peut-être à l'intérieur, puisque les recherches se suivent à l'intérieur. Bon, c'est probablement peut-être des groupes armés, djihadistes, ou qui revendiquent des enlèvements pour négocier. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment dommage ce qui est arrivé, mais ça ne marque pas seulement l'échec du gouvernement ou l'armée malienne, c'est l'échec collectif. Et bon, on parlait tout à l'heure de la carte sécuritaire, mais l'autre chose que j'ai toujours estimé, c'est qu'il n'y a pas la bonne coordination qu'il doit avoir entre la Barkhane, la MINUSMA et l'armée malienne pour organiser la sécurisation de certaines localités du nord du Mali. Adam, un dernier mot sur cet enlèvement, avant qu'on ne ferme cette parenthèse et revenir dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Cet enlèvement de Sophie, c'est dommage, ça fait très mal parce qu'elle est humanitaire, elle était là pour lutter contre la malnutrition des enfants. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que dès qu'on parle d'enlèvement, c'est une cabale médiatique qui se dresse contre le Mali. Que les uns et les autres sachent qu'un Américain a été enlevé dans la région de Tawa au Niger, un couple d'Australiens a été enlevé dans la province du Soum, près de Djibo, au Burkina Faso. Donc l'enlèvement de Sophie, c'est une très mauvaise chose, mais tous les pays de la bande sahélienne sont concernés par le fléau. D'accord. Adam, oui, Badou fait bien de rappeler l'enlèvement de l'Américain, donc Wodke, et du couple australien de Dr Elliott, et puis il y a eu avant ça, donc dans l'enlèvement de cibles vraiment molles, il y a eu Sœur Béatrice à Tombouctou par 2 fois. Les cibles molles sont extrêmement difficiles à surveiller. Ce qu'elles ne devraient pas faire, c'est simplement être là en ce moment. Mais c'est leur libre choix de partir ou de rester. Et donc, dans le cas de Djibo, où il n'y a pas de concentration de force, il n'y a pas de MINUSMA, il n'y a pas de Barkhane, je peux comprendre. Dans le cas d'Agadez, je peux comprendre. Dans le cas de Gao, c'est quand même très compliqué à comprendre qu'on puisse enlever quelqu'un et partir avec cette personne de Gao. Ça n'est pas prouvé qu'elle n'est pas à Gao, mais j'ai de la peine à penser qu'on l'enlève et qu'on la laisse à Gao parce que c'est pour qu'elle soit retrouvée. Et le type d'action de l'enlèvement, c'est
il ne faut pas chercher loin. C'est probablement une action djihadiste. On a vu et généralement qu'en novembre, décembre et janvier, c'est ce moment qu'il renfloue les stocks. C'était comme ça avec, en novembre 2009 avec les Espagnols et le couple italo-burkinabé. C'était comme ça avec les gens de Arlit. En général, ils enlèvent en cette période, donc novembre, décembre et janvier. Ok, ça c'était une parenthèse. On va revenir à cette motion de censure. Badou, le deuxième point, c'était l'organisation, sinon la mauvaise organisation, entre guillemets, des dernières élections locales. Est-ce que là également, vous avez suivi le débat? Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion? Ce que je tire comme conclusion, d'après les informations que j'ai reçues à l'Assemblée nationale, puisque j'étais là-bas, on dit que 58, les élections n'ont pas pu se tenir dans 58 communes. Ça nous ramène à la question sécuritaire toujours. Parce que pour qu'il y ait des élections sur l'ensemble du territoire national, il faut qu'il y ait la sécurité. Vous ne pouvez pas aller dans un bureau de vote et vous faire carnarder par un djihadiste. Et les militaires qu'on avait chargés en son temps de sécuriser les bureaux de vote, de sécuriser le matériel électoral, ces militaires n'étaient pas dans les conditions idoines. Je reviens à l'attaque de Saï. Celui qui est mort à Saï, c'est mon cousin. Il est mort dans des conditions horribles. On l'a criblé de balles et au niveau du poste de Saï, il n'y avait que 8 ou je ne sais pas 5 à 8 gendarmes avec quelques fusils qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez déjà que ça ne peut pas aller. Serge Daniel, sur le... Il fallait interpeller le gouvernement sur les élections, à mon avis. Bon, est-ce que le gouvernement a bien répondu? Je dirais une réponse de Normand. Les élections se sont déroulées comme elles se sont déroulées, mais on aurait pu mieux organiser ces élections. Mais à un moment, la question que moi qui n'étais plus du tout partisan des élections, parce que pour moi il fallait faire les élections seulement une fois l'unité du pays retrouvée. Mais on ne peut pas rester sans faire des élections. Ce sont les socialistes. Et vous savez que dans la classe politique malienne, il n'y a quasiment que des socialistes, parce qu'il n'y a quasiment pas d'hommes de droite. Soumaïla Cissé est devenu un homme de droite, mais c'était un socialiste à un moment, puisqu'il était au sein de l'ADEMA. Les socialistes ont l'habitude de dire il vaut mieux des élections bâclées que pas d'élections du tout. Est-ce que oui, ça ce sont les socialistes qui le disent. Donc il fallait à mon avis à un moment faire ces élections, mais on aurait pu avoir des élections mieux organisées. D'accord. Adam Cham, sur cet autre point. Non, mais franchement, moi, je ne trouve pas normal que ce jour-là, alors qu'il y avait un sujet quand même aussi important que soit la sécurité dans le pays, soit l'accord de réadmission, qu'il y ait... Bon, le gouvernement dit qu'il n'y a pas eu d'accord. Voilà, non, mais qu'il y ait d'autres sujets. Mais c'est la marque de cette opposition. Elle essaie d'avoir le maximum de grief dans tout ce qu'elle fait. Et c'est finalement une espèce d'arche de Noé qui fait pchit à chaque fois parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, lorsqu'on veut aller en profondeur, de débattre de l'insécurité au Mali et de la question de réadmission en 4 heures, a fortiori, y ajouter un autre truc. Donc, je crois que comme c'était la dernière session de la dernière séance et que l'opposition a trouvé un bon moyen, un bon prétexte, l'accord de réadmission pour interpeller, pour déposer une motion de censure contre le gouvernement, on a mis là-dedans tout ce qu'on peut, mais ce n'est pas forcément efficace. Chana Takiou, sur ce point. Sur ce point, je dirais l'échec du gouvernement sur la sécurité se manifeste sur les élections. C'est pourquoi nous n'avons pas pu organiser les élections dans une 60aine de communes. Cela est réel. L'opposition a interpellé le gouvernement sur cette affaire-là, parce que l'opposition veut se donner bonne conscience, parce qu'elle a perdu les élections. Elle a perdu les élections. Le parti majoritaire, le RPM, est venu en tête. Ensuite, les partis lulupiciens de la majorité. Vous parlez comme Saouti et Dara. Saouti, c'est mon père spirituel. Il faut que je parle comme lui. Je m'inspire de Saouti. Est-ce que vous voyez? Donc, mais il y a quand même, excuse-moi, c'est-à-dire le grief fait par l'opposition, ça n'est pas que le fait de n'avoir pu tenir l'élection dans 60 communes, il y a aussi la qualité du processus électoral. D'accord, donc on va laisser Chana terminer et ensuite on vous répond. La qualité, de mon point de vue, là où les élections ont été organisées, vraiment, par rapport à la manière d'organiser les élections au Mali, vraiment, elle est de bonne qualité, de bonne facture, par rapport, depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. La manière dont on organise les élections, je pense que ces élections
ont été bien organisées là où elles ont été organisées. Malheureusement, elles n'ont pas pu être organisées sur l'ensemble du territoire. L'opposition, c'est l'opposition. Elle mène des actions politiques, c'est pour se faire entendre et quelque part pour justifier sa défaite. D'accord. Le dernier point. Le futur Premier ministre, c'est Chane. Voilà, le dernier point, c'était sur le communiqué conjoint Badou signé avec l'Union européenne, le communiqué conjoint sur la migration. Peut-être le débat s'est transporté en France, mais avant d'aller à Paris, vous avez également suivi cette autre partie de la motion de censure. Par rapport à l'accord de réadmission, les deux ministres ont co-organisé une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères. J'étais là-bas. Ils disent qu'aucun accord de réadmission n'a été formellement signé. Ils nous ont présenté un communiqué conjoint. Ils disent qu'ils sont en train de travailler sur la base de ce communiqué conjoint. Et le ministre Abdrahmane Sylla a dit que même par rapport à la Valette, par rapport à la rencontre de la Valette, c'est sur le document technique du Mali que le sommet a travaillé. Donc il dit qu'en aucune façon, l'État du Mali n'a signé un document qui demande la réadmission pure et simple des Maliens vivant à l'étranger. Ok, pour revenir à l'Assemblée nationale, Adam Thiam, ce jour, l'opposition a quand même exhibé des documents. Elle a donné des noms de Maliens vivant en Allemagne, mais c'est des arguments qui ont été battus en brèche par le Premier ministre pour ce qui, ça ne représente pas la signature d'un accord de réadmission. Non, mais ce débat est surréaliste parce qu'en vérité, les Maliens, je ne les connais pas, mais les Maliens auxquels l'opposition fait allusion ont été reconduits avec un laissez-passer donné par l'ambassade du Mali. Et il semble qu'il y a des mêmes cas en France. Moi, je pense que ce débat, mais honnêtement, je ne sais pas où ça mène, parce qu'il y a bel et bien un plan d'action de l'Union européenne qui a commencé à être décliné. Il y a eu 6 voyages de ministres des Affaires étrangères de l'espace européen au Mali. Personne ne peut obliger un pays à accueillir des migrants irréguliers, et même Macky Sall qui était sur les antennes pour dire qu'il n'a pas signé, le directeur sénégalais de l'extérieur a dit nous avons signé et ça s'appliquera. Mais qu'on appelle ça accord ou non n'a pas d'importance. C'est qu'il y a actuellement un partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique concernant le sort des migrants irréguliers. Et aucun pays responsable ne peut être indifférent au sort de ces migrants irréguliers. Ce qu'on peut dire, c'est que pour un espace qui a accepté de régulariser 1 million de Syriens, il n'y a pas de problème. Battez-vous pour régulariser 200 000 Africains irréguliers chez vous, et puis nous ferons en sorte qu'il n'y ait plus d'immigration irrégulière. Je pense que la négociation politique est ce qu'il faut, mais les dénégations ou les fuites en avant ne nous mèneront nulle part, parce que ce que nous avons, c'est le retour du bâton, parce que l'Union européenne attend. Ok, Jean Attaque et on va terminer par sur le communiqué, oui. Oui, pour moi, le débat est terminé. Le débat est terminé, étant donné que le ministre des Affaires étrangères, le ministre en charge des Maliens de l'extérieur, le Premier ministre, tout le monde a dit que le Mali n'a pas signé, Pour l'instant, on tourne la page, on attend des preuves contraires pour prouver que le Mali a bel et bien signé. Donc pour moi, sur ce point-là, la page est terminée. Mais j'ajoute que le Premier ministre a rajouté à la confusion à l'Assemblée nationale en parlant de l'immigration légale. Non. Quand on parle d'immigration, elle n'est pas que légale. C'est parce qu'elle est irrégulière. Elle est illégale. C'est pourquoi nous en parlons. Un langage de vérité. Non. Ce langage de vérité ne doit pas être tenu par un homme politique. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de résoudre l'immigration légale ou régulière, mais il s'agit de chercher des solutions à l'immigration irrégulière. Si nos compatriotes vont en France, en Allemagne ou aux États-Unis, c'est parce qu'ils n'ont pas de situation ici. C'est parce que les gouvernements ont été incapables de les maintenir dans notre pays. Okay. Donc ils vont s'en aller pour chercher un mieux
vivre, pour aider les parents, rester sur place. Donc encore une fois de plus, quand on parle d'immigration, il ne s'agit pas de celle qui est régulière. Hein. Il s'agit de trouver les solutions de l'immigration, encore une fois de plus, irrégulière. Irrégulière. Donc le Premier ministre se plante. D'accord. Quand on a suivi ensemble l'exposé du Premier ministre, il a dégagé la position du Mali, disant que le Mali soutient la migration légale. Peut-être que c'est ça la ligne. Il y a deux choses. Il y a la politique migratoire et c'est à fait d'accord. Le Premier ministre, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, pour moi, il était d'une clarté totale à l'Assemblée nationale. Je vais commencer d'abord par l'accord. Le Mali a signé l'accord, le Mali n'a pas signé d'accord. Vous savez ce qui est simple. Je donne un conseil au gouvernement de la République. Que le gouvernement de la République du Mali publie le document qu'il a signé. Si le gouvernement du Mali... C'est publié, Attendez. Oh, laissez-moi terminer. Que le gouvernement publie le document qu'il a signé, puisque de la part de l'Union européenne a donné à des journalistes le document qui a été publié. Donc en ce moment, on va faire la comparaison entre les deux documents qui ont été signés. Ça, c'est un. Donc pour moi, c'est cela. Pour régler ça, publions le document pour faire la comparaison avec le document qui circule, ce manteau, fourni par des sources proches de l'Union européenne. Mais là, il y a une autre véritable question sur les questions de migration. Vous avez trois situations. Parce que j'ai écrit un bouquin sur ce sujet. Vous avez des Maliens qui ont envie de partir parce qu'ils n'ont pas de boulot. Vous avez ceux qui sont arrivés et qui sont en situation régulière, d'autres qui sont en situation irrégulière. Et vous avez ceux qui sont bloqués sur les routes de l'immigration clandestine. Moi, je les appelle des gens qui sont dans le ventre de bois. Donc, vous avez trois types de situations. Il faut pouvoir régler ces types de situations. Et pour régler ça, c'est une politique globale qu'il faut. Je n'ai pas l'impression qu'actuellement, nos pays ont des politiques migratoires efficaces pour faire face à ces trois types de situations. Et ça me paraît quand même quelque chose de très important. D'accord. On va avancer rapidement dans le débat, puisqu'on parlait à l'instant de ce communiqué conjoint signé entre le Mali et l'Union européenne sur la migration. Le document qui continue à faire des vagues. Une partie des Maliens vivant en France vont debout contre donc ce document. Ils ont manifesté leur désapprobation vendredi dernier à Paris lors d'une rencontre avec le ministre Abdraman Silla en charge des Maliens de l'extérieur. Pour en parler, nous avons en ligne de Paris notre correspondant Oussouf Diagola. Oussouf, bonsoir. Oui, bonsoir Tangara. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette rencontre entre le ministre Silla et les Maliens de France? On retiendra surtout de la visite du ministre Abdraman Silla à Montreuil auprès de la communauté malienne en France que ça a été une visite très mouvementée, mais le fait qu'un ministre de la République ait pris son courage à deux mains pour venir affronter une foule de jeunes Maliens un peu remontés, quelques dizaines de jeunes Maliens avaient pris d'assaut le consulat général du Mali où ils font un sitting encore depuis vendredi après-midi, et ces jeunes gens qui avaient pris d'assaut les locaux du consulat général voulaient absolument voir le consul général lui-même, mais malheureusement le consul n'était pas là. Ils ont dû continuer leur sitting qui continue jusqu'à l'heure où je vous parle. Un autre mouvement s'était dirigé de façon spontanée cette fois-ci aussi vers l'ambassade du Mali. Là, ils ont trouvé des oreilles attentives en la personne de l'ambassadeur lui-même, Cheikh Mouktari Diarra, qui a dû recevoir une petite délégation de 5 personnes avec qui ils se sont parlé. Et puis, tout ce beau monde s'est dirigé un temps après vers la mairie de Montreuil qu'on appelle ici Bamako-sur-Seine, où le ministre Abdraman Silla devait tenir une rencontre avec la communauté malienne, rencontre qui a pris beaucoup de retard à cause des problèmes d'insécurité comme le craignait la police nationale française, qui avait dépêché sur les lieux une vingtaine de cars de CRS et intimé au ministre, selon nos informations, d'avoir une sécurité privé pour sa personne dans les locaux, sinon la réunion ne devait pas se tenir. Voilà à peu près ce qui a
mis un peu la réunion en retard, mais elle s'est tenue quand même et stoïquement, Abdraman Sylla a tenu à délivrer son message en Bambara, exclusivement en Bambara, pour parler à la communauté malienne de France. Tout cela s'est terminé dans un grand brouhaha. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges à cause de la tension qui régnait dans la salle. Voilà, dernière question, Oussouf Diagola, avant de vous laisser partir. Ça, c'était vendredi. Mais aujourd'hui, quelle est la situation exacte? Où est-ce qu'on en est à ce jour, concrètement? Alors, où est-ce que nous en sommes sur les 3 points que je viens d'énumérer, à savoir l'occupation des locaux du consulat général? J'apprends ce matin qu'un avocat qui avait défendu dans les années lointaines les sans-papiers maliens, Maître Tidjani Guindo, s'est porté comme médiateur de bons offices. Il a dû rencontrer le conseiller à la communication de l'ambassadeur pour essayer de voir avec les jeunes qui occupent les locaux du consulat général, parce que, méditons, il connaît les meneurs, il les connaît très bien. Il va essayer d'offrir ses offices pour que les jeunes évacuent les locaux, parce que, m'a-t-il dit au téléphone, ce n'est pas une bonne image pour le Mali. Ça, c'est pour l'occupation des locaux. Pour les rencontres entre le ministre, les représentants de la communauté malienne, notamment cette formation très politique, le comité supérieur de la diaspora malienne, CSDM, ça s'appelle comme cela, qui est un pendant rival, très rival avec le Haut Conseil des Maliens de France, qui connaît encore d'autres problèmes. Ils ont rencontré le ministre juste après la réunion. Pour l'instant, c'est juste des échanges de points de vue. Pour les représentants de la communauté, il faut absolument que les autorités leur disent la vérité, toute la vérité. Voilà, Oussouf Diagola, merci. Et ce qu'on peut retenir, c'est que le consulat du Mali à Paris est occupé par un collectif. Je trouve que les gens ne sont pas convaincus de ce que dit le gouvernement. Tout à fait. C'est pour ça que je dis publier les 2 communiqués. Ouais. Peut-être on peut dire si le Premier ministre a convaincu les députés à l'Assemblée nationale, si le ministre des Maliens de l'extérieur a convaincu la représentation nationale, les Maliens de France ne sont pas convaincus, Serge Daniel. C'est parce que c'est ce que je vous disais. La politique Minouatra, c'est ça. Il y a ceux qui sont arrivés, qui sont en situation régulière, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont sur les routes et d'autres qui ont envie de partir. Je veux dire, encore une fois, que si on veut convaincre, qu'on publie l'accord, qu'on republie le communiqué conjoint signé et que la partie, c'est-à-dire l'Union européenne, dise effectivement c'est ce que nous avons signé. Parce que du côté de l'Union européenne, de certains pays de l'Union européenne, il y a 2 discours. Et le discours qu'on tient officiellement pour dire oui, c'est vrai, c'est un accord qui ne respecte pas, c'est pas un accord au sens international du terme, mais quand vous discutez avec certains, ils te disent, ils savent très bien qu'ils ont signé. Donc il y a un petit doute, qui subsiste sur le document que le Mali a signé. Donc il y a une politique de communication qu'il faut revoir et mettre les choses sur table, dire voilà ce que nous avons signé, voilà leur signature, voilà notre signature. Inoka confirmer que c'est ce que nous allons signer. Et vous allez voir, ça va se dégonfler comme très rapidement, une baudruche. Encore une fois de plus, c'est vrai, ce que Serge a dit, c'est une méthode, mais il faut vraiment, parce que c'est un sujet très sensible, il faut une véritable communication. L'ORTM, Africable, les journaux, les mettre à contribution. Et en France, si la situation perdure, c'est parce que c'est une manifestation de plusieurs mois, voire d'années de mécontentement. Ce n'est pas pour ça seulement. C'est-à-dire qu'on a laissé une situation pourrie. Donc, les gens profitent souvent, ils cherchent le prétexte pour bondir, pour déstabiliser, pour faire mal. Donc vraiment, oui. Donc vraiment, moi je pense que c'est un ensemble de mécontentement qui se manifeste de cette manière. Je suis sûr que certains ont compris le message, mais ils refusent d'être d'accord. Ils refusent. Ils ont compris, mais ils refusent. Ok. Adam Tchambadou, on va terminer avec vous. Ils refusent d'être d'accord. Ce qu'ils ont dit, c'est que ce n'est pas bon qu'on reconduise les migrants en situation irrégulière, qu'on le reconduise à leur insu. Ils ont une alternative, c'est régulariser ceux qui sont là
et puis faisons en sorte qu'il n'y ait plus d'autres immigrations. C'est du gouvernement du Mali. Non, Chana, il y a un plan de l'Union européenne sur l'immigration. Et qui a un plan qui a été endossé par ceux qui ont participé au sommet de La Valette. Le communiqué conjoint de l'autre jour, en tout cas le gouvernement ne nie pas qu'ils ont signé un communiqué conjoint, mais si tu lis ce communiqué conjoint, on te dit les deux parties sont d'accord sur. Ok? Bon, alors, quand on dit qu'on est d'accord sur et que c'est pas un accord, c'est quoi? Maintenant, c'est même pas ça la question. Il y a le mot réadmission dans le document. Il y a réadmission. La réadmission, vous l'avez pas lu. Mais réadmission, oui. Non, mais moi je suis même pas. Moi je suis pour le langage de vérité. Cet accord n'est pas plus important que l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali. L'accord pour la paix et la réconciliation du Mali, vous avez vu ce qui s'est passé, il porte même, s'il n'est pas bien géré, il porte les germes d'une partition du Mali, il concerne 17 millions de Maliens. Donc les accords sur réadmission concernent nettement moins de personnes. Mais le problème, on réagit simplement à la méthode. Et je ne crois pas chaque fois qu'on puisse dire qu'un problème est lié à la communication. Serge, je pense que ce problème-ci est lié à un problème de jugement, c'est lié à un problème de courage politique. Donc c'est ça qui peut être communiqué après. Maintenant, pour les Maliens de France, on est bien obligé effectivement de leur tirer le chapeau parce qu'ils sont devenus aujourd'hui pratiquement la conscience de la résistance contre une certaine pratique européenne, et puis ils sont devenus la conscience contre un traitement des migrants, qu'il s'agisse de ceux qui sont expulsés d'Algérie, qu'il s'agisse de ceux qui... Mais voilà, non mais d'accord. Okay. Mais alors je lâche. Non mais je veux dire que de ce point de vue, on est obligé de leur tirer on est obligé de leur tirer le chapeau. D'accord. Ouais. Si vous permettez une minute, pas plus. Le problème est simple. Je vais vous dire que dans tout ce qu'on négocie en termes de flux migratoires, qui va aller, les travailleurs saisonniers, qui va revenir, c'est valable pour le gouvernement malien, pour le gouvernement sénégalais, pour tous les gouvernements africains, il y a une erreur monumentale. C'est-à-dire que les Maliens, comme les Sénégalais qui sont en situation irrégulière en France, ne veulent pas revenir. Si vous voulez négocier avec les Français, avec l'Union européenne, il faut commencer par parler, à mon avis, de la régularisation de ces ressortissants africains qui sont sur le territoire européen parce qu'ils ne veulent pas revenir. Or, l'Europe, ce que l'Europe veut, c'est de négocier dans un cadre global, donner de l'argent, etc., pour que, essentiellement, l'un des points de l'accord soit Bamako, Dakar, Abidjan, etc., sont d'accord pour aider à faire revenir dans leur pays d'origine leurs ressortissants qui sont en situation irrégulière. Je pense que c'est le point central de l'accord. Et là, si on échange avec les migrants, ils ne comprennent pas que ce soit les autorités de leur propre pays qui aident. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Là où le bas blessé, c'est que lorsque Bert Koenders est venu, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, lorsqu'il est venu au Mali, il y a eu une séance de travail entre lui et le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. La presse n'a pas été invitée. Bert Koenders il y avait la presse nationale. Je ne sais pas. Il y avait l'RTM, il y avait la presse privée, la presse publique dans son ensemble. Maintenant, quand il est retourné en Europe, il s'est entretenu avec Federica Mogherini, la ministre européenne des Affaires étrangères, pour dire qu'un accord a été trouvé. Et nous avons appris l'information à travers la presse internationale. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été une bonne chose. Donc, au Mali, le problème fondamental, c'est qu'on fait un jeu de cache-cache. On cache les jeux. L'accord de défense entre le Mali et la France, jusqu'à présent, certains ne connaissent pas le contenu. Il faut éviter ça. C'est ce qui est en train de leur le bol de ces citoyens maliens en France. Donc il faut dire la vérité aux Maliens, il faut dire la vérité aux citoyens lambda. Ok, autre thème de l'émission. Oui, ok, allez-y. Non, mais pas beaucoup. Ce sujet me passionne. C'est-à-dire qu'il y a l'autre chose qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que des responsables entretiennent l'amalgame. On parle des mannes des transferts financiers de la diaspora. Les transferts financiers de la diaspora sont une manne parce qu'elles viennent à 80% de l'immigration régulière. Et le problème que nous risquons de connaître, c'est que l'immigration régulière ait des problèmes à cause de l'immigration irrégulière. Et puis, comment on peut dire qu'un pays n'est pas concerné ?
que le Mali n'est pas concerné. On a dit qu'il faut voir les conditions dans le pays, donc les facteurs qui poussent les gens à migrer. Si il faut voir les facteurs qui poussent les gens à migrer, ça veut donc dire que l'État malien est concerné, à son mot à dire. D'accord. Rapidement, la RDC, un tour de table pour conclure. Depuis le 18 décembre, Kabila, qui n'est plus constitutionnellement le président de la République démocratique du Congo, sous l'égide de la conférence épiscopale, des pourparlers entre le pouvoir et l'opposition ont été lancés pour sortir le pays de l'impasse. Des négociations, on vient de l'apprendre, suspendues jusqu'au 30 décembre et un accord serait même, Badou Koba, en voie d'être trouvé. Comment est-ce que vous voyez tout cela, l'avenir de la République démocratique du Congo? Vous savez que l'avenir de la République démocratique et de la République démocratique du Congo, la RDC, est en train d'être compromis. Nous, on avait pensé que le président Joseph Kabila, c'est un jeune, il a 45 ans, on pensait qu'avec lui, c'était la rupture. Il allait organiser des élections crédibles et transparentes et céder le pouvoir en douceur. Parce que la République démocratique du Congo n'a jamais connu de transfert de pouvoir en douceur. Vous le savez très bien, je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez-y, on aime vous rappeler oui. Parce qu'on a vu ce qui est arrivé à Patrice Lumumba, à l'autre là, à Kasavubu, à Joseph Kasavubu. Ensuite, comment Joseph Désiré Mobutu est parti, comment Laurent Désiré Kabila, le père, a été assassiné, et les circonstances dans lesquelles Joseph Kabila est venu. Et quand on étudie tout ça, quand on tient compte de tous ces aspects, on se rend compte que le cas de la République démocratique est un cas très délicat. Parce que, vous savez, c'est un pays de 70 millions d'habitants et c'est le 11e pays du monde en termes de superficie. Donc c'est un enjeu stratégique. Et apparemment, Joseph Kabila, sachant bien cela, est-ce qu'il va céder le pouvoir comme ça? Oui, Serge, un accord. On ne pouvait pas, moi j'espère qu'ils vont arriver à un accord, mais on ne pouvait pas organiser les élections cette année. Ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas organiser les élections. Et même si M. Kabila devait laisser sa place, il laisserait par exemple sa place au président du Sénat, qui lui aussi n'est plus légal, parce qu'il n'y a plus d'élections là-bas depuis. Donc l'idéal, c'est que quelqu'un tienne la place au chaud, comme on le dit, que ce soit M. Kabila, et qu'il reste 1 an ou 2 ans qu'on ait un fichier électoral solide, et qu'il ait quand même la sagesse de ne pas se présenter aux élections présidentielles. Adam, on parle souvent de coup d'État en Gambie avec Djamé qui veut se maintenir. Ce que Kabila fait également, c'est aussi un coup d'État. Peut-être on peut faire le link entre les deux. Ah oui, on peut même dire que ce qui se passe en RDC, c'est un peu le Tazarché de Tandja, qui n'a pas réussi au Niger, mais qui est en train de réussir en RDC grâce à la Cour constitutionnelle et peut-être grâce à la sagesse de l'opposition, parce qu'il faut céder quelque chose, sinon le pays se casse. En Gambie, c'est nettement moins compliqué. Le monsieur a perdu l'élection, mais il dit « j'ai perdu », mais en vérité, je ne vous rendrai pas le pouvoir. Oui. Tchana Takiou. Bon, Adam a parlé de la sagesse de l'opposition. Moi, je veux parler plutôt de la sagesse des évêques. Parce que l'opposition de... Ils sont très politisés là-bas. Oui, l'opposition de Etienne Tshisekedi est une opposition très, très radicale. Etienne Fakaba n'est pas opposant. Parce qu'il y a deux oppositions. Etienne Tshisekedi, je parle pas. J'ai dit, c'est une opposition très radicale. Lui avait envoyé l'ancien ministre des Affaires étrangères, Edem Kodjo, pour des négociations. Et l'opposition radicale de Tshisekedi a boycotté ces pourparlers. Et il y a eu un accord au cours de ces pourparlers avec l'opposition dite modérée. Il y a eu un accord. Kabila reste, les élections jusqu'en 2017, je ne sais pas, 2018. Mais l'opposition radicale a refusé cet accord-là, amenant le pays sur une autre voie de violence. Il y a des dizaines de morts chaque jour en RDC. Aujourd'hui, les évêques sont dedans. Ils sont en train de mener les négociations. Et on nous dit qu'un accord est possible d'ici la fin du mois. Un accord est possible sur la base que le président actuel restera aux affaires. Il y aura une transition politique jusqu'à peut-être 2017-2018. Tout n'est pas défini. Mais il faut s'inquiéter parce que le pouvoir actuel n'a pas de volonté politique d'organiser de bonnes élections. D'accord.
il avait 5 ans pour organiser les élections et il ne l'a pas fait. Il manque une réelle volonté politique et rien n'indique, même en cas d'accord, que cet accord-là sera respecté par les partis, surtout par le pouvoir sortant. On verra bien. Voilà, on verra bien si ce sera. On verra bien si entre eux ce sera un accord ou un communiqué conjoint, voilà, ou un procès verbal. Ce sera le dernier mot. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Joyeux Noël à la communauté chrétienne. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Badou Sidi Koba de Carrefour, Chana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.